Obscur, épisode spécial. Je suis avec Nicolas. Allô Nicolas. Salut Nicolas. On se tanne pas. Non, jamais. On se tanne pas. Vraiment pas. Fait qu'aujourd'hui, on jase de quoi? On jasait de mythos. Parce que ça fait place dans l'actualité énormément. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de mythes qui circulent. Il y a beaucoup de discussions. Il y a beaucoup d'inquiétudes associées à ça. Puis tu as été d'ailleurs récemment mis en contact avec une situation qui t'a que tu as eu beaucoup de clients ou clients potentiels qui t'ont posé des questions par rapport à ça et ça l'a animé ta réflexion, ça t'a amené ce que tu as pu voir et vous avez un certain accès privilégié, donc tu vas peut-être partager certains petits bouts que tu as le droit de parler de ce que j'ai le droit. Ben, on parle de ce qui est publiquement accessible. Fait que ça, je ne révélerai pas de secret. Mais le contexte, pourquoi je t'ai proposé de parler de Mythos aujourd'hui, c'était, tu sais, je reviens de Google Next. On va faire un épisode juste sur Google Next, mais à Google Next, tu sais, moi, ma job, c'était rencontrer des clients. J'ai fait du boot, j'ai fait des présentations et j'ai rencontré beaucoup de clients. J'ai eu, je les ai comptés, 16 meetings clients au bout de Palo Alto cette année à Google Next. Sur les 16, je te dirais presque tout le monde. Tu sais, on leur demandait de quoi vous voulez jaser quand on les rencontrait. Puis presque tout le monde, Mythos était sur la liste. Puis tu sais, moi, Mythos, c'est quelque chose que j'avais vu. Puis tu sais, dans le brouhaha quotidien, puis honnêtement, dans le dernier mois et demi, j'étais tellement concentré sur Google Next, sur les intégrations qu'on a annoncées à Google Next, que tu sais, Mythos, je le voyais, mais tu sais, je m'y préoccupais pas. Puis j'ai vraiment eu comme un moment, lorsque j'ai réalisé qu'à Google Next, presque tout le monde, c'était le premier point de questionnement. J'ai fait comme, oh, minute, il y a peut-être quelque chose là, qui, c'est quoi ça? Puis c'est quoi la portée? Puis qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Fait que je me suis mis à me renseigner avant Next pour pouvoir répondre à ces questions-là. Fait que c'est un peu ça qu'on va jaser aujourd'hui. Oui. Donc, puis pour mettre en place ces choses, c'est sur quel genre d'informations tu as réussi à récolter et quel genre de questions qui ont été posées par rapport à ça et comment ces échanges-là se sont faits. Parce que je pense qu'à travers ces préoccupations-là que tu as vues, à qui tu as répondu, et incidemment les recherches que tu as faites pour pouvoir répondre, je pense qu'on va avoir une bonne idée où on se situe sur le ressenti, peut-être pas sur la technologie elle-même, mais au moins sur comment on ressent ce changement-là. Essentiellement, là, il y avait deux questions que les clients avaient pour nous. La première, c'était qu'est-ce que Palo Alto fait avec Mythos? Là, ça a été publié, on fait partie de ClassWing, le projet d'Anthropic, où est-ce que toutes les grandes compagnies de cloud et de logiciels, incluant la cyber, ont eu accès à Mythos comme partenaire privilégié avant le lancement officiel. Ça, c'est tout du public. Ça, c'était le premier point. Puis le deuxième point, c'est compte tenu des impacts que ce Mythos aura sur le monde. Puis là, on va cerner un peu l'enjeu. Là. C'est pas tant Mythos, c'est juste que Mythos, les premiers findings ou les premiers constats qui arrivent, c'est que Mythos est extrêmement bon et est extrêmement meilleur que le dernier modèle de cloud qui est Opus 4.7, si je ne me trompe pas. Il est vraiment meilleur à trouver des vulnérabilités ou des failles ou des choses qui clochent dans du code logiciel. Puis à cause de ça, ceci veut dire que lorsque ce modèle-là ou que ses petits frères ou que des copies ou que des imitations vont se mettre à proliférer sur Internet, ça veut dire que n'importe qui développe du logiciel, que ce soit un ISV comme Palo Alto, comme n'importe quel gros vendeur de logiciels, ou que ce soit toi comme client, comme banque, comme n'importe quelle institution qui a développé son logiciel sur un AS400, sur un OSDB, n'importe quoi. Dès que tu as développé du logiciel, là, Mythos est capable de trouver des vulnérabilités que tu ne savais pas qu'ils existaient. Puis non seulement ça, il est capable de faire des liens entre des vulnérabilités de type low. Tu sais, si tu as deux ou trois, si tu as plusieurs codes ou tu as du code qui existe, que tu as deux ou trois vulnérabilités low, medium, qui ne sont pas tant importantes individuellement,
Mais là, ce qui arrive, c'est que ces nouveaux modèles Frontier AI-là, ben, ils sont capables de faire des liens entre des vulnérabilités. Puis si tu les attaches ensemble, là, ça devient une critique. Puis là, ça devient important soudainement. Oui. Tu as fait deux énoncés. Du premier, tu as parlé du fait que vous êtes partie du projet que Anthropic a mis en place. Les clients ont posé les questions. Dans quelle mesure tu peux partager ce que ça comporte, ce volet-là? Ben, ce que je peux partager, c'est ce qui a été annoncé. Donc, en gros, nous, on a eu accès pour faire des scans sur notre code, au même titre que tous les gros vendeurs de cyber ont eu essentiellement accès à ça. On avait une popée de discussion avant sur ce sujet-là, sur les intentions. Moi, ce que je comprends, c'est que en bon citoyen corporatif, Anthropic a vu les problèmes qui pouvaient émerger de ce nouveau type de modèle-là et honnêtement, OpenAI en a un. Tu vas voir ces modèles-là devenir de mieux en mieux à trouver des problèmes dans le code. Puis ils ont donné un head start aux joueurs majeurs de l'industrie, y compris nous, pour pouvoir se préparer d'avance. Mais là où ça va, c'est à peu près le plus loin que je suis capable de donner comme information. Puis par rapport à ça, après, Palo Alto a créé une offre pour pouvoir accompagner des clients à faire des analyses similaires, pas avec Mythos parce que c'est un modèle preview, mais avec d'autres modèles qui sont généralement accessibles. Mais l'idée, ça reste le même. C'est on va utiliser des modèles de LLM très performants pour du code, pour scanner du code puis trouver des vulnérabilités que tu n'avais pas trouvées ou que tu n'avais pas pensé qu'ils existaient ou que tu ne pouvais pas prévoir qu'ils interagisseraient ensemble dans le but de créer une vulnérabilité plus grande. Fait que je te dirais que ça, c'est quelque chose qui est. Ça a été publié par Palo Alto. On a une offre avec Unit 42. Il y a même eu un partenariat qui a été annoncé avec une autre compagnie qui est très, très, très spécialisée dans du red teaming de modèles. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait. Ouais, c'est intéressant. Puis tu fais bien le lien entre les deux morceaux, les deux facettes que tu as mentionné, que tu as mis de l'avant. Et donc, le deuxième, ça arrive justement sur le fait de la capacité de ce modèle-là, mais pas exclusivement. Étonnamment, les plus vieux modèles sont aussi capables de faire un certain point de vue d'inférence de points comme ça. Et ce qui s'en vient devant nous et ce qui est probablement le réveil que Mythos amène, là, au-delà du fait marketing qu'Anthropic a utilisé pour mousser ce que c'est, il demeure que c'est quand même un réveil. Est-ce que tu as pu vivre justement pour des questions que tu as reçues, ce réveil-là, de voir, oh, ces outils-là maintenant vont pouvoir servir à aller beaucoup plus loin, donc de regarder où humainement c'est très difficile de regarder parce que le temps, la fenêtre de contexte, tout ça est très, très compliqué à mettre en œuvre. Donc, on arrive à changer le paradigme. Et ça, je pense que pour les prochains mois et probablement années, on va avoir on va se faire bousculer vraiment, vraiment énormément, là. Les clients que j'ai rencontrés, ils étaient inquiets. Évidemment, la majorité de ceux qui me parlaient de ça, ils développent eux-mêmes leur logiciel. Ou ils ont des logiciels qui, historiquement, qu'ils opèrent depuis Mathusalem. Des logiciels que, à un certain moment, puis ça, c'est drôle, hein, en vulnérabilité, à un moment donné, c'est quand tu n'es plus la saveur du jour, tu te sens plus sécure parce qu'il n'y a plus personne qui t'utilise, donc il n'y a plus personne qui développe de vulnérabilité pour toi. Fait que là, tu es très content d'avoir ton vieux système mainframe ou ton vieil AS400 en COBOL. Parce que dans les faits, oui, il y a probablement des failles dedans, mais comme il n'y a plus vraiment de threat actor qui les cible, parce que c'est très difficile. C'est pas payant parce que c'est des modèles d'affaires, puis c'est là où la game change, puis l'AI va changer. C'est que pour développer des exploits ou trouver des vulnérabilités dans du code, soit open source puisqu'il est accessible, ou dans du code fermé, donc à travers des API ou des fonctionnements des logiciels, ça prend du temps. Et c'est justement pour ça que c'est des acteurs étatiques normalement qui vont sortir des espèces d'exploits de fous. C'est les seuls qui ont les moyens financiers de le faire. Puis ça coûte, ça coûte des millions, là, sortir des exploits comme des choses très sophistiquées. Fait que les attaquants n'ont pas ces budgets-là pour la plupart et ils ne sont pas intéressés à aller là. Mais là, c'est que là, on leur donne un outil. Et là, tu parles de vieux code, on ne regardera pas dedans. Et effectivement, un peu comme le macOS était non attaqué il y a plusieurs années parce que c'est un OS marginal, donc c'était pas intéressant.
Là, il est rendu mainstream. Fait que là, il commence à t'attaquer comme les autres. Donc, il n'était pas sécuritaire avant. Il était C'est ça. juste inintéressant. Et là, la fenêtre d'intérêt avec le AI a grandi de façon Ah, spectaculaire. ouais. Parce que si je décide du jour au lendemain de vouloir attaquer un programme en AS400, même si je connais rien là-dedans, j'ai la Là, capacité tu as de la le faire. capacité de le faire. Exact. Puis là, le défi, c'est vraiment ça. Tu sais, si du code publiquement du code open source qui est là, qui a été poussé par la communauté, ben, si tu sais qu'une grande compagnie s'abreuve de ce type de code-là pour éviter de réinventer la roue parce que ben, on a besoin d'une fonction qui fait X, Y, Z. Il y en a une open source, on la télécharge, on est très content, on l'utilise en microservice et elle est opérée. Mais vu qu'elle est open source, ben là, n'importe quel méchant pourrait passer un équivalent Mythos là-dessus, réaliser que n'importe qui download cette affaire-là, ben, par les faits, il ingère cette vulnérabilité-là. Puis si toi, tu contribues à ça, puis tu publies du code qui est malicieux, et les gens qui le téléchargent de la communauté, ben là, tu viens de créer des backdoors. Là, tu viens de créer des. Parce que toi, comme client, tu le télécharges, tu n'as aucune façon de dire s'il y a des vulnérabilités dedans ou pas. Si le CV a été publié, ben, tu es content, mais s'il n'a pas été publié encore parce qu'il a été généré. Parce Ça. que les attaquants l'utilisent. C'est intéressant ce que tu amènes parce qu'on commence ça glisse sur le supply chain. Oui, Ce qu'on n'avait pas parlé justement en amont, justement, ça fait que tout le volet supply chain est très important. Et d'autant plus puisque les dernières attaques qui ont été faites sont toutes des attaques de supply chain qui sont dans des repos de code réutilisés par tout le monde. Exact. Fait que là, ils ont attaqué des systèmes les plus visibles parce que ça donne le maximum d'effet pour eux autres. Mais là, on a des outils qui nous permettent de trouver rapidement dans du code des choses qui sont utilisées par des milliers de personnes ou des milliers de programmes dans des milliers d'entreprises avec une capacité de soit de l'infecter ou soit d'aller l'attaquer de l'autre côté. Là. Imagine ça. Fait que là, tu as des développeurs ou toi, comme développeur, tu télécharges ce code-là. Tu télécharges ce code-là. C'est quoi tes choix? Tu le vibe code, tu l'écris toi-même ou tu vas le chercher sur des repos open. Si tu le vibe code, tu n'es pas tant plus sécuritaire, ben honnêtement, ça dépend tout le temps du modèle, puis là, tu risques d'induire d'autres problèmes. Si tu le codes toi-même, ben là, il n'y a plus personne qui fait ça. First, c'est terminé cette époque-là. Depuis que GenAI est arrivé, tout le monde GenAI ça. Maintenant, après, si tu prends des codes qui sont déjà sur GitHub ou peu importe, c'est un modèle open source, tu télécharges ça. Si personne n'a trouvé la vulnérabilité dans ce que tu télécharges, Pas trouver, pas divulguer. On est un peu dans la nuance où c'est l'espèce de si un arbre tombe dans la forêt et il n'y a personne, est-ce qu'il a fait un bruit quand il tombe? La réponse, ben, c'est oui, mais c'est pas parce que personne qui est capable de l'entendre qui fait pas de bruit quand il tombe. Fait, c'est un peu ça. Donc, l'arbre est tombé, a les effets que ça a, mais c'est pas divulgué. Donc, il n'y a pas personne qui a entendu l'arbre tomber. Donc, il n'y a pas personne qui a divulgué ça. Puis, on en a plusieurs qui commencent à apparaître de vulnérabilités qui datent d'il y a longtemps, qui n'ont jamais été divulguées. Puis là, ils commencent à se faire divulguer parce que X se passe. Puis là, on va avoir la même chose avec les AI. Puis ça s'en vient dans les mois qui s'en viennent. Là. On va avoir là, une quantité démesurée de correctifs à faire. Puis on commence à le voir là, parce que je pense que le projet d'Anthropic commence à porter ses fruits parce que les dernières séquences de correctifs. C'est Mozilla qui a annoncé une trolley de vulnérabilité. Notamment, Microsoft en sort énormément. Toutes les grandes compagnies de logiciels qui ont accès à Mythos sortent de façon massive des correctifs à l'heure actuelle, justement parce que il y a tellement de choses qui sont découvertes. Puis ça, on est chanceux parce qu'ils le font en amont. Mais dans les prochains mois, quand le modèle va devenir public, donc là, il va être utilisé par plus de gens, tous ces petits logiciels-là qu'on a partout qui vont avoir des correctifs qui vont sortir massivement, là, je pense que pour ça, on va avoir du travail en fou, juste au moins pour la prochaine année. Ça va être l'enfer. Fait imagine-toi comme compagnie, tu avais déjà une équipe qui faisait uniquement du patching. C'était. Faut que tu ailles ta fenêtre de maintenance avec la business, il faut que tu fasses un assessment de ça va-tu fonctionner, faire des tests, être sûr que la patch que tu appliques, elle brise pas, elle cause pas plus de problèmes qu'en en règle. Puis là, ça c'est pesant pour les entreprises. Puis là, je parle pas nécessairement de ceux qui ont des pratiques de
de SRE qui sont très, très microservices puis qui patchent on the fly. Puis tu sais, là, je te parle pas nécessairement de ça. Là. Je te parle plus d'un logiciel, un supply chain Puis même traditionnel. encore là, même au-delà du supply chain traditionnel, parce que tu en avais fait référence, j'ai aussi des clients dans des univers comme ça, où les fenêtres de maintenance sont très spécifiques. Ouais. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et l'application d'un correctif va mener à des tests de régression pour s'assurer que ça ne brise rien Ouais, dans la production, dans le contact avec les humains, qu'il n'y a pas rien de danger avec ça. Mais il y en a beaucoup, plus qu'on pense d'ailleurs, d'entreprises qui ne corrigent pas parce que ça ne leur tente pas. C'est parce que le coût d'arrêt ou le coût de vérification est tellement grand que ça n'a aucun ouais, sens sur le fait de le faire, disons, à tous les mois, par exemple. On va le faire peut-être 2 fois par année parce que on doit arrêter la production pendant 24 à 48 heures. Ça a exact. des coûts, là. Hey, c'est fou. Fait que, imagine, là, tu sais, mettons, j'ai un de mes anciens clients, c'était dans le manufacturier. Il y avait des usines, donc, puis il utilisait SAP. Donc, imagine si aujourd'hui, là, ton équipe logicielle est capable de patcher SAP, mettons ECC ou S4. Là. Puis là, tu reçois, je sais pas, 10-12 vulnérabilités par mois. Puis là, tu les révises. Puis là, tu dis, bon, ben, parfait, on va faire ça. Là, imagine avec un Mytos ou avec l'équivalent sur OpenAI, là, puis là, c'est plus 10-12 vulnérabilités dans le prochain mois, là, c'est 200. Et calvasse, ton équipe, là, s'il n'est pas capable de. S'il y avait de la misère à patcher 10-12 parce que bon, les arrêts d'usine, la communication, les tests préalables à 10-12, c'est de la job. Imagine quand tu quadruples ou tu quintuples la quantité de vulnérabilité pour la prochaine année. Ben là, ce qui va arriver, c'est que tu vas dire, tu vas prioriser. Ouais, il y a ça, puis c'est important parce que puis, peut-être donner un ordre de grandeur parce qu'une entreprise type que SAP, c'est pas une grosse VM qui fait Non, tout. non, non, c'est des Un dizaines. SAP, c'est immense, ça a des tentacules partout. Ça représente généralement plusieurs dizaines, c'est pas plusieurs centaines de De VM ou VM. de Ouais. machines qui supportent ce genre de Yep. choses-là avec des fonctions spécifiques. Et là, si tu dis, OK, tu as 15 patchs à corriger sur un système comme celui-là, là, tu regardes sur l'ensemble de ton écosystème, puis tu dis, OK, ben, on peut le faire dans ces zones-là, il n'y a pas de Ben problème oui. dans l'autre. Là, ça en a 200 ou 500 ou 1000. L'analyse de ces patchs-là sur les composants qui sont distribués un peu partout, lesquels sont affectés, qu'est-ce qu'on doit faire, et ensuite, ça devient l'équipe va étouffer de un, puis là, ça va exiger des décisions business beaucoup plus corsé, disons, Ah ouais, que c'est le qu'est-ce qu'on fun. a l'habitude de faire jusqu'à présent, là. Mais puis ce qui est drôle dans tout ça, c'est là, tu te dis, OK, parfait, mais est-ce que j'ai le même problème si au lieu d'avoir la version ECC ou S4 de SAP, est-ce que j'ai le même problème si j'ai Rise, mettons, qui est la version SaaS de SAP? Ben, ils vont t'imposer soit les changements, fait que là, tu vas le vivre en plein Et visage boy, parce que hein? c'est T'as eux plus de contrôle sur la mise à qui jour. contrôlent sa mise à jour, puis ils vont y aller vite. Puis ça, c'est un autre aspect, puis c'est Microsoft qui avait instauré ça il y a très longtemps. Le Patch Tuesday, là, c'est Oui, le oui, fameux oui. rituel là, qu'on a tous les mois, donc de prévisibilité qu'on avait sur l'application des correctifs, ce qui se faisait, ce qu'eux ont essayé, qui a été copié par pas mal tout le monde finalement maintenant, justement parce que c'est très apprécié pour la mise en production. Et là, j'ai l'impression, puis on commence à le voir, qu'on va briser ce modèle-là parce que la vitesse où les patchs vont sortir, Ça va être un il ne déluge. pourra plus attendre tous les mois parce que certaines patchs vont être tellement critiques qu'ils vont devoir sortir au moment même où ils ont été annoncés. On ne peut pas Ouais, ça. attendre le mois suivant. On commence déjà à ce stade-ci à en voir certains correctifs sortir hors du cycle. J'ai l'impression que ça va devenir chaotique probablement d'ici juin, juillet. J'ai l'impression que là, on va commencer. Puis je pense que Mythos va être probablement plus proche de sa sortie officielle, en tout cas, j'estime, à rendu à ce moment-là que maintenant. Donc, on va commencer à voir tous ces gens-là se précipiter Clairement. à corriger au fur et à mesure, puis à corriger de corriger, là. Puis c'est là, Microsoft vit le problème là-dessus, parce que j'ai l'impression qu'ils corrigent trop vite, parce qu'ils doivent corriger 2 ou 3 fois les mêmes patchs, parce ils finissent par briser quelque chose quelque part, là. Ben, c'est inévitable quand t'as, puis ça, c'est pas spécifique à Microsoft, je pense que n'importe quel développement de logiciel va souffrir de ça. Tu sais, c'est patcher, oui. Puis là, tu sais, annexe, là, j'ai écouté plein de sessions sur tu sais, comment tu fais pour patcher plus rapidement quand tu découvres des failles comme ça.
Ça marche très bien quand tu as une pratique extrêmement bien établie, qui est à la fine pointe, avec du microservice, du SRE, du CI/CD, Shift Left, Ça name it. fonctionne Là. bien quand tu es Google. Ouais, c'est ça. Ça fonctionne pas bien quand Exact. t'es pas. Puis il y a très peu de compagnies qui ont les capacités de Google en termes de développement. Il y en a quelques gros là, dans les gros joueurs, là, Ouais. les gros joueurs technologiques. Mais en dehors de ça, là, quand tu parles de SRE, tu commences à expliquer, parce que je le fais dans mes cours, d'expliquer le SRE. Puis là, tu te dis, OK, il faut le descendre. Puis là, la plupart des gens font moi, pas tant finalement. Non, non. Là, puis ouais, c'est beau sur papier, mais non. C'est Puis là, très finalement, difficile. ils descendent, puis ils reviennent à des pratiques plus anciennes de développement ou d'entretien de système, des choses comme ça. Fait que c'est très difficile culturellement Ouais. aussi de ce genre de Ah choses-là. oui, c'est très difficile. Fait que, donc, si on en revient un peu à OK, nos clients, ils voulaient savoir qu'est-ce que Palo Alto fait, si on l'a couvert. Maintenant, qu'est-ce qu'eux peuvent faire? Ben là, c'est très facile de dire on va patcher plus. Ben oui, avec qui? Comment? Après ça, c'est très difficile de changer ses pratiques de développement logiciel. Donc, à la fin de la journée, là, ils peuvent faire quoi? Les organisations, ils peuvent faire quoi pour se prémunir du déluge de vulnérabilité qui s'en vient? Déjà, c'est d'avoir, bon, on en parlait un peu de l'hygiène de base. Là. On revient toujours un peu à Ouais, l'hygiène ça de revient tout le base. temps, ça. Puis je pense que le plus grand rappel que Mythos fait, c'est qu'au lieu de s'exciter sur ça en tant que tel, c'est de commencer en urgence si vous n'avez pas de segmentation, vous n'avez pas de Ouais. processus de Zéro code troll. d'application de correctif, vous n'avez pas de DR à la fine pointe, vous n'avez pas de SIM qui vient analyser vos choses. Tout ce qui est dans la portée de l'hygiène de base, c'est, ça serait un peu pressant de le mettre en place. Et l'autre aspect, à mes yeux, c'est de réduire l'exposition externe. De peu importe la façon, mais l'exposition externe, c'est oui, tous les services qu'on expose à l'extérieur. Tout ce qui ne doit pas être exposé ne devrait plus n'être exposé d'aucune façon. De un, justement pour réduire la capacité. Et de l'autre, c'est toute la capacité des attaquants de rentrer à l'intérieur. Puis ça, ils l'ont compris depuis un Eh certain boy, temps. ouais. Les emails, les sites web, le C'est ça. téléchargement, tous ces éléments-là qui sont ce qui a nommé maintenant les click fix, InfoStealer, les rançongiciels depuis pour quoi, les 10 dernières années, ont été utilisés ces vecteurs-là qui sont beaucoup plus faciles. Donc, de venir fermer ces vecteurs-là au plus pressant, fermer à l'entrée, tenir ça le plus loin possible, Ouais. éloigner les problèmes autant qu'on est capable. Ça revient vraiment à ça. Ça revient aux trois piliers fondamentaux. En premier, ben, si tu as du logiciel, ben, tu pourrais déjà faire une première passe avec n'importe quel. Tu n'es pas obligé d'attendre Mythos, là. Tu peux le faire avec n'importe quel bon modèle de code. Fait que, comprendre où sont tes vulnérabilités en premier. Oui. Puis sur ça, un des avantages que Matos a eu, il y a eu beaucoup de papiers de recherche sur comment bien prompter Oui. pour trouver des vulnérabilités. Fait que on a mis dans l'espace public à l'heure actuelle, par ces chercheurs-là, des façons de prompter, notamment avec Opus 4.7. Comment réussir à simuler Mythos avec Opus 4.7 parce qu'on est capable de prompter. Donc, ces recettes-là sont rendues publiques. Donc, dès lors, allez consulter ces recettes-là parce que ça va vous aider à défaut d'avoir Mythos à l'heure actuelle, de Ouais. pouvoir vous préparer dans le cas du code correctement pour vous amener aux bons endroits. Là. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est ben, tous les systèmes, tous les contrôles que tu as déjà en place. Il faut s'assurer d'avoir une couverture à 100%. Si tu as 10 000 endpoints, puis tu as du EDR juste sur 900, tu en as 100. Tu as un certain pourcentage de ton parc qui n'est pas couvert. Là, c'est que ces petits angles, ces petits oublis-là, vont finir par faire extrêmement mal. Fait que, c'est d'avoir une couverture à 100% sur toute la technologie que tu as déjà. Tu n'es pas obligé d'en rajouter. La technologie que tu as déjà, est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce que tu as vraiment une couverture parfaite sur tous les alignements? Sur tous tes firewalls, ta segmentation, est-ce que tout est à jour? As-tu des trous dans ce que tu as déjà? Ça, je pense que c'est de l'hygiène de base. Là. Ça, c'est vraiment de Et toutes s'assurer que ces c'est ça. exceptions-là qui ont été faites Ah, par boy. hasard, ça, il faudrait les fermer. Puis c'est un des aspects quand Ouais. on parlait un peu de comment le AI fonctionne pour trouver des vulnérabilités, c'est qu'il va chercher de façon inlassable des problèmes. Et si vous avez des trous dans vos configurations,
C'est la première chose qu'il va trouver, c'est ça. Ah oui, juste au niveau de l'identité, imagine ça, les comptes de service qui pourraient avoir des accès sous système A, sous système B, c'est le même compte de service qui est utilisé pour les deux. Oups, puis là, tu pouvais pas tant le savoir tant que quelqu'un te le montrait pas, mais là, hop, t'as un Opus 4.7 qui arrive, qui scanne, puis là, qui détermine dans ce microservice-là, puis ce microservice-là, les deux utilisent le même compte. Puis ce compte-là, quand tu regardes dans ta config de ton IDP, il y a des privilèges à plus savoir quoi faire avec. Fait que, c'est peut-être corriger ça. Ça, c'est un autre. La base, hein? On est toujours dans des éléments où on paresse parce que c'était des attaquants humains qui étaient face devant nous. Donc, nos stratégies étaient adaptées pour des attaquants humains. Là, on va changer de stratégie parce qu'on a des attaquants machines. Ça ne viendra pas détruire la société, mais leur stratégie d'attaque n'est pas les mêmes. La façon qu'ils utilisent ne sont pas les mêmes. Donc, il faut s'adapter à ces nouvelles stratégies-là qu'on a devant nous. Ils sont inlassables. Et j'aime bien utiliser l'exemple, c'est comme de l'eau. Tout propriétaire de maison sait que l'eau est la pire chose qu'il fait. Et si on a de l'eau quelque part, puis on a un trou, l'eau va la trouver de toute façon, il va s'infiltrer. Donc, on est dans un contexte où l'étanchéité de nos systèmes est très importante parce que l'AI va trouver la moindre fissure qu'il a, va trouver l'espace pour s'infiltrer et créer des dommages. Puis le dernier point que nous, tu sais, que Palo nous dit, ben, c'est important, c'est vraiment tout ce qui est la réaction en temps réel. Le défi, c'est que là, il va y avoir des 0D qui sont découverts on the spot, puis tu vas avoir des malwares qui sont créés spécifiquement pour un client custom. Et il y a du AI-generated malware. Donc, c'est des trucs que tu as besoin d'être capable de réagir en temps réel. C'est plus vrai que tu as 2-3 jours suite. Non, c'est là, tu passes tu as plusieurs jours à tu n'as que quelques minutes. Donc, les systèmes traditionnels d'incident and response peuvent pas fonctionner de cette façon-là. Il y a un humain qui doit réviser, qui doit faire des playbooks, qui doit faire. Ça ne fonctionne pas. Okay, là, ça va forcer, Mythos va forcer une transformation du SOC à une modernisation où est-ce que tu vas être beaucoup plus en temps réel. Je crois qu'un autre des enjeux qui est causé aujourd'hui dans le monde de la cyber, c'est qu'il y a tellement de produits. Les gens avaient déjà de la difficulté à faire fonctionner tous les zillions de produits de cyber ensemble. Ça va devoir être adressé un jour, la fragmentation du marché de la sécurité. Puis je pense que c'est une stratégie que Palo a adoptée depuis tout le temps, là, la plateformisation, mais je pense que c'est plus vrai aujourd'hui que jamais. Si tous ces produits-là ne parlent pas vraiment ensemble ou parlent ensemble à travers d'un produit tiers qui est ton SIM et ton SOAR et qui va tout orchestrer, c'est que tu perds du temps à intégrer toutes ces affaires-là ensemble. Puis le temps, tu ne l'as plus. Tu ne l'as juste pas. Essentiellement, puis je vais terminer là-dessus. Toutes ces choses-là que ça fait longtemps qu'on parle, parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Là. Ça fait au moins une quinzaine d'années que j'ai ces sujets-là, que j'en parle. Mais l'effort pour l'exécuter rebute beaucoup de compagnies, beaucoup de gens. Et je pense que là, on est en moment pivot où on ne pourra plus se soustraire de ces changements-là. Puis un autre des changements qui va changer, on va changer d'un contexte de blacklisting à du whitelisting. On va changer du fait que les systèmes maintenant vont fonctionner que ce qui est autorisé et non ce qui n'est pas autorisé. Je pense qu'on va changer, mais il y a beaucoup de paradigmes qui vont changer cette année. Ça va être intéressant. Moi, je suis très excité parce que ça a un effet direct sur mon travail et sur les défis que je vais avoir à faire. Là. Disons, je m'ennuyais un peu dans les dernières années. C'était un peu plus classique ce que j'avais à faire. Là, ça vient de donner un bon coup de pied dans le canis. Puis je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à observer, à voir. Puis on va sûrement avoir à se reparler des sujets connexes par rapport à ça. Parce que de ta position chez Palo, tu as une visibilité sur des choses qui sont exceptionnelles. Puis de celles-là, tu vas pouvoir en partager probablement quelques-unes au courant de l'année. Je te dirais comme mot de la fin, je crois que tous les CISO aujourd'hui doivent conscientiser leur conseil d'administration ou les propriétaires de leur organisation doivent conscientiser aujourd'hui sur Mythos. C'est la base parce que ça va être une guerre. Allons chercher le budget, allons chercher les ressources nécessaires parce que souvent les budgets cyber sont pas tant disponibles tant que tu n'as pas eu d'attaque. Je crois que c'est une bonne occasion, Mythos, pour un CISO d'avoir une discussion franche et une transparence sur ce qui s'en vient, puis de l'expliquer. J'incite vraiment n'importe quel CISO qui écoute le podcast à engager proactivement cette discussion-là.
à fait. Merci. Et voilà, merci.